Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier cocktail manga de l'année. En fait, j'ai accumulé de temps à autre des théories et j'aimerais vous en faire part dans cette vidéo. Donc quasiment toutes les théories dites ici sont de moi. Les théories porteront sur Naruto, One Piece, Bleach et une petite dernière sur Tokyo Ghoul. Si vous êtes à jour au niveau des tomes sortis en France, il n'y aura aucun spoil. Sur ce, on commence tout de suite avec Naruto. Et oui, selon cette théorie, il n'y aurait pas deux, mais trois modernites différents. Revenons-en aux éléments de Naruto que l'on connaît déjà. Premièrement, il y a un mode ermite différent pour deux des trois Sannin légendaires, à savoir le mode ermite des crapauds pour Jiraiya et le mode ermite des serpents pour Orochimaru. Bon, même si c'est Kabuto qui le maîtrise. On peut donc penser que Tsunade peut avoir un mode ermite. Deuxièmement, un élément pourrait nous confirmer dans le tome 61. En effet, Kabuto dit qu'il s'est entraîné pour maîtriser le mode ermite à la grotte de Ryushi. Il dit également que cet endroit est aussi dur à trouver que le mont Myoboku et la forêt de Shikotsu. Ça serait donc dans cette forêt qu'on rencontrerait la reine des limaces pour apprendre le mode ermite des limaces. Dans un sens, c'est mieux que Kishimoto n'ait créé aucun personnage avec ce mode ermite, car autant ceux du crapaud et du serpent ça rend à peu près bien, autant le mode ermite des limaces, bah ça serait dégueulasse. Ah, l'examen des Chunin, que de souvenirs. Si vous vous en souvenez, vous avez dû remarquer qu'à certains villages il est absent. Et oui, c'est bien Kumo. La question est donc pourquoi? Certains me répondront que c'est parce que l'auteur n'avait pas encore eu l'idée de créer Kumo. Seulement voilà. Au tome 12, lorsque Neji explique son passé, les ninjas de Kumo existent bel et bien. On trouve donc la réponse dans ce même tome. En effet, les ninjas de Kumo étaient venus à Konoha pour signer un pacte d'alliance. Mais en réalité, leur chef était venu pour voler le Byakugan et il fut tué par le père d'Hinata. En contrepartie, Kumo a demandé le corps de Hiashi, le père d'Hinata, pour éviter une guerre. On peut penser depuis que Konoha garde une certaine rancœur contre Kumo et donc ils ne sont pas invités à l'examen des Chunin. Pour ceux qui l'ignorent, Hidan, l'immortel d'Akatsuki, est mort. En effet, lors d'un arc HS de l'anime, on peut voir que Kabuto, qui venait d'apprendre le Dutensei, a ressuscité Hidan. Je sais ce que vous allez me dire, vu que ce sont des HS, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai peut-être une explication. Revenons un peu sur l'immortalité de Hidan. Comme on a pu le voir lors de son combat contre Azuma, Hidan peut même survivre à une décapitation. Pareil, lors de son combat contre Shikamaru, il fut explosé et réduit en morceaux et était toujours vivant. Cette immortalité provient du culte de Jashin. En effet, Hidan est le seul personnage à faire ce culte et ses capacités sont en rapport avec ça. On peut penser pour qu'Hidan devienne un adepte de Jashin, il a dû conclure un pacte ou au moins respecter certaines règles, comme prier après la mort de son adversaire, ce que Kakuzu lui reproche tout le temps d'ailleurs. Ces règles sont tournées autour du carnage, comme il le dit lui-même. Donc on peut penser que si Hidan ne respecte pas ces règles, il ne peut pas rester immortel, et vu qu'il est enterré vivant, bah il est mort, tout simplement. Bon, cette théorie elle est un peu tirée par les cheveux. Je me suis demandé quand j'ai vu The Last ce qu'il y avait sur les autres continents. En effet, dans ce film, on voit pendant un moment que les 5 pays ninja ne se trouvent qu'au Japon et que la Terre est comme aujourd'hui. Et si le Japon était le seul pays encore habité? En effet, on pourrait penser que vu qu'il y a eu plusieurs grandes guerres ninja, les habitants des autres continents ont été décimés avec leurs ninjas. Mais imaginons que ces morts ont été provoquées plus tôt que ça. Comme le dit Toby quand il raconte l'histoire de Madara à Sasuke dans le tome 43, il y a 80 ans, tous les pays voulaient agrandir leur territoire, ce qui provoquait des guerres sans fin. Ici, deux éléments nous intéressent. Le premier, c'est que Toby précise bien que c'est la planète entière qui était en guerre. Et le deuxième, c'est que deux clans sortaient du lot, les Senju et les Uchiwa. On peut donc penser que ces deux clans étaient japonais et ont fondé la base des pays ninja au Japon, laissant le reste de la planète saccagée. Allez, on passe à One Piece.
Et si Kaido, l'un des 4 empereurs, était un homme poisson? En effet, plusieurs éléments pourraient bien nous le confirmer. Le premier élément, c'est que l'un de ses bras droits, à savoir Jack, est un homme poisson. Le deuxième élément est tout simplement l'apparence de Kaido. Bon, là je suis d'accord avec vous, on a déjà pu voir des humains avec des cornes avant lui. Troisième élément, Kaido possède une résistance titanesque. En effet, la première fois qu'on le voit, il saute d'une île céleste, soit à 10 000 mètres d'altitude. Oui, 10 000 mètres. Et s'en sort indemne. Comme on le sait, un homme poisson possède 10 fois la force d'un humain normal. Et si c'était aussi le cas pour la résistance? Le quatrième élément est le plus important. On sait que Kaido veut se suicider. En effet, c'est son passe-temps. Mais ce que je me suis demandé, c'est s'il veut vraiment se suicider. Pourquoi il ne se jette pas à la mer? Comme ça il se noie et puis voilà. En plus, s'il a mangé un fruit du démon, ça serait encore plus rapide. Seulement, si c'est un homme poisson, il pourrait nager facilement et respirer sous l'eau. Et enfin, le cinquième élément, on dit de Kaido que c'est la créature la plus puissante du monde. Cela veut donc dire qu'il n'est sûrement pas humain. Kaido serait donc un homme poisson anormalement puissant. Théorie suivante. Alors, pour cette théorie, ce n'est pas une personne précise. Donc je le dis en avance. Bon, si je dis pas de conneries, la première fois qu'on entend dire qu'une personne explose quand elle mange 2 fruits du démon, c'est de la bouche de Bluno dans le tome 40. Vu que ça vient d'un membre affilié au gouvernement mondial, on peut penser que cette information vient de quelqu'un qui a un rapport avec le gouvernement mondial également. Je ne pense pas que cette information vienne d'un pirate, car tout le monde dirait que c'est faux vu que les pirates sont mal vus. Puis vous savez qu'ils sont discrédités par rapport au gouvernement mondial, etc. Réfléchissons donc 2 minutes. Quel personnage affilié de près ou de loin au gouvernement mondial s'intéresse aux fruits du démon et les étudie? Eh oui, le docteur Vegapunk. Cependant, comme tout scientifique qui se respecte, pour étudier un sujet précis, il faut des cobayes. Imaginons qu'un jour, Vegapunk s'est posé la question. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un mange 2 fruits du démon? Donc, la personne qui aurait mangé 2 fruits du démon serait un cobaye de Vegapunk. Ah bah oui, je suis désolé mais ça c'est pas une barbe, c'est une moustache. Bref, puisque l'on parle de fruits du démon, j'ai peut-être une théorie pour expliquer le fait que Barbe Noire peut voler d'autres pouvoirs. Alors, revenons d'abord aux capacités de Teach. On sait qu'il a mangé le fruit des ténèbres, un fruit du démon de type Logia. Son fruit possède la capacité de tout aspirer et de le ressortir, mais pas dans le même état. Selon ses dires, il est capable d'absorber les balles, les coups d'épée et même la foudre. En échange de son intangibilité, Teach possède la capacité d'attirer les utilisateurs de fruits du démon et d'annuler leur pouvoir quand il les touche. Bon, on va maintenant s'intéresser au processus de réapparition des fruits du démon quand l'utilisateur meurt. Vous vous souvenez de Smiley là, le grand machin dégueulasse, qui est l'animal de compagnie de César Clown à Podcasar? Quand il meurt, on voit un coffre rempli de pommes juste à côté, et l'une d'elles se transforme en fruit du démon. Oui, parce que Smiley il a mangé le fruit de l'axolotl, une sorte de petite créature aquatique bizarre. Donc voilà. On peut donc penser que ce fruit du démon se réincarne dans le fruit le plus proche. On peut imaginer que Teach le savait. Donc, après avoir achevé Newgate, Teach se cache avec ce dernier sous un voile noir. Teach a un fruit sur lui et le fruit des tremblements se réincarne donc dans ce fruit. Seulement, Teach ne le mange pas, mais l'absorbe grâce à son pouvoir des ténèbres. Il a donc utilisé son voile noir pour 2 raisons. La première, c'est d'éviter que l'on découvre le processus de réincarnation des fruits du démon, mais surtout, la deuxième, c'est que personne ne soit au courant de sa capacité à absorber les fruits du démon. Allez, on passe à Bleach. Et si Baragan, le deuxième Espada, serait en réalité le premier? Enfin, c'est mal formulé, je vais expliquer tout ça. On va faire comme avec Teach, on va revoir la capacité de Baragan. Sous sa forme normale, il possède une très grande force physique, une vitesse qui surprend même Siphon,
mais surtout une aura temporelle. Cette aura ralentit les coups de l'ennemi quand ils sont proches de l'espada, et à l'inverse, les accélère quand c'est à Baragan d'attaquer. De plus, il possède la capacité de vieillir tout ce qu'il touche, et ainsi casser des os facilement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est sa capacité en résurrection. En effet, il possède une capacité nommée Respira, qui crée une sorte de fumée, et tout ce qu'elle touche se met à pourrir et ainsi mourir. Il peut donc tuer facilement avec cette attaque. Au vu de cette capacité, et malgré la puissance de Stark, le premier espada, Baragan devrait être le premier espada. Seulement, on peut penser qu'Aizen a voulu l'humilier encore plus après avoir pris sa place, qu'il l'a mis seulement au rang de deuxième espada. Cette théorie elle a tellement de preuves qu'elle est très certainement vraie. Alors, quand je parle de Bankai incomplet, je veux parler de Bankai qui n'ont pas tout leur potentiel. On peut penser que quand on obtient un Bankai, ce Bankai peut parfois donner un nom incomplet ou en partie faux, et ne donne son vrai nom que quand il trouve que son porteur est digne. Une fois que l'on connaît son vrai nom, le Bankai déploie tout son potentiel comme celui de Renji. Bon, par contre là c'est le cas que de Renji parce que les autres on sait pas. D'ailleurs, cela expliquerait qu'il faut un entraînement de 10 ans pour maîtriser un Bankai. Dans le tome 57, on apprend plusieurs éléments intéressants. Premièrement, Iwatch, qui a affronté Yamamoto 1000 ans auparavant, explique que le Bankai de ce dernier était différent. En effet, cet ancien Bankai serait semblable à son Shikai, mais en plus puissant. Alors que ce Bankai actuel éteint les flammes et utilise la chaleur, donc elle est concentrée sur sa lame. Yamamoto dit également que le Bankai d'Ichigo peut encore évoluer, sachant qu'il l'a obtenu que récemment. C'est vrai, il l'a depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, donc voilà. Enfin, comme dernier argument, le Bankai de Toshiro évolue et devient plus puissant et moins stylé aussi vers la fin du manga. Et on finit avec une petite théorie sur Tokyo Ghoul. Pourquoi le titre du manga s'écrit Ghoul plutôt que Ghoul? Moi, le H me fait penser à humain, et son emplacement dans le mot suggérerait humain au milieu des ghouls, qui est bien entendu une référence à Ken. Malheureusement, cette théorie est complètement fausse, car ghoul vient de la prononciation anglaise. Voilà, c'est tout pour cette théorie, j'espère que ça vous aura plu. Je referai peut-être un second cocktail manga sur des théories, on verra ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.